Bonjour, aujourd'hui au programme, on va jeter un œil sur la désingularisation de Springer du cône nilpotent. Si on doit résumer, l'ensemble des matrices nilpotentes n'est pas lisse, il y a des points qui piquent, et on veut trouver un objet très proche qui lui soit lisse, sur lequel on peut appliquer des théorèmes de licité, etc. Voilà, qui soit doux au toucher, en quelque sorte. Hein. Donc ça veut dire qu'au programme, ça va être un petit peu de géométrie algébrique, des prérequis. Je vais pas tout expliquer les prérequis. Il y a des petites choses qu'il faudra suivre du bout du nez. Mais les choses peuvent se retrouver dans Histoire hédoniste de groupe et de géométrie, le tome 2. Le tome 2, celui de 2015, donc le gros pavé, voilà, où on s'est un petit peu éclaté avec Jérôme, et le chapitre 2. Voilà. Ok, on y va, hein, donc j'ai prévenu, hein, ça va être un peu costaud Lulu. Hein. Alors, on regarde le cône nilpotent, donc c'est l'ensemble des matrices n de Mn de C, telles que n puissance k égale 0 pour k suffisamment grand. Et d'après Cayley Hamilton, on sait que c'est l'ensemble des matrices n de Mn de C, telles que n puissance petit n égale 0. Petit n, c'est la taille de la matrice. On appelle ça le cône nilpotent, parce que si n appartient à grand N, ben, lambda n, quand on multiplie par le scalaire lambda, ben, ça appartient aussi. C'est pas un espace vectoriel, il faut bien lui donner une structure, mais il a une structure de cône, c'est déjà pas mal, et vous allez voir que ça va être important. C'est une variété algébrique, hein, puisque finalement, qu'est-ce que ça veut dire une variété algébrique? C'est l'ensemble des zéros de certains polynômes. Quand on va écrire ici n puissance petit n là-dedans, eh bien, dans les coordonnées de n, on va voir arriver des polynômes qui vont tous s'annuler. Hein, et donc, bon, voilà, c'est une variété algébrique. On travaille sur C, là, on va se poser trop de problèmes. Je vais regarder. Bon, on va revenir, ce sera l'exemple courant, hein, toujours essayer de concrétiser les choses en regardant ce qui se passe pour petit n égale 2, parce que là, les choses sont visibles à l'œil nu. Pour n égale 2, eh bien, ça, d'après Cayley Hamilton, ça veut dire que la trace de la matrice est nulle, et son déterminant est nul, et c'est ainsi et seulement si. Donc, on va avoir la trace nulle, donc si j'ai A là, j'ai moins A là, et le déterminant nul, ça veut faire que A2 plus BC est égal à 0. Alors, on va travailler sur R, encore pour voir, encore mieux, hein, ce truc à l'œil nu. Donc, ça veut dire qu'ici, on travaille dans R3, et dans R3, ça, c'est l'ensemble des vecteurs isotropes d'une forme quadratique de signature 2, 1, on voit ça avec la méthode de Gauss, très très facilement en écrivant, en décomposant BC en fonction de B plus C carré et B moins C carré. Et donc ça veut dire que, quitte à changer de base, on va avoir une équation de la forme x2 plus y2 moins z2 égale 0. Voilà, alors ça, c'est un cône, hein, on connaît bien un cône par l'homogénéité, et c'est le cône d'Apollonius, hein, le cône tout droit, comme ceci, avec ici un point singulier. Il n'y a qu'un seul point singulier, tout le reste c'est lisse, hein, tout le reste est doux, mais là, ici, il y a une pointe, voilà, c'est le point singulier. Et à cause de ce point singulier, il y a des théorèmes qu'on ne va pas pouvoir utiliser en géométrie algébrique, parce que c'est pas une variété lisse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on fait toujours en mathématiques, c'est qu'on cherche l'objet le plus proche, ou un objet assez proche de cet objet-là, sur lequel on va pouvoir appliquer les théorèmes, et ensuite revenir sur des propriétés, grâce à ces théorèmes qui s'appliquent à des variétés lisses, pouvoir retomber sur des propriétés de cet objet. Donc en gros, qu'est-ce qu'on veut faire? Imaginez, vous avez un ballon gonflable, il est tout dégonflé, donc il est tout fripé, donc ça, les endroits où, il y a des endroits où il est lisse encore, mais il y a des endroits où il est tout fripé, donc vous soufflez dedans, vous le gonflez et vous le rendez lisse. Donc on va souffler là-dedans, et ça va donner un objet ici,
muni d'une application, évidemment, parce que rien n'a changé, on a juste soufflé, mais ce point est devenu un gros truc. Donc on a une application qui va plutôt de là vers là, qui, ici, a un point, on va dire un point régulier, hein, un point régulier, bah, ça va donner le point correspondant ici, et ici, bon, bah, j'ai dessiné un cercle, hein, vous voyez qu'on a une espèce d'hyperboloïde, et tous les points rouges de ce cercle vont aller sur le point singulier. Cette surface, elle est lisse, et elle va approximer cette surface-là avec ce cercle qui est lisse, qui va approximer ce point qui a été, où il y a eu un pincement, en quelque sorte, un froissage. Donc, en gros, une désingularisation, c'est ça l'idée. C'est-à-dire, on veut une variété lisse, une application phi de V vers, ici, vers n, l'objet qui nous intéresse, de sorte à ce que sur un point lisse de n, donc sur ce point-là, vous voyez, la fibre, donc l'ensemble des points qui vont vers ça, donc phi-1 de ça, bah, c'est juste un singleton. Et ce qu'on veut, c'est que ça part pas trop en déconfiture, c'est-à-dire que ici, quand on prend en général un point quelconque, cette fois-ci pas forcément lisse, de la variété, et ben, la fibre bah, est compacte, voilà, en général, et singleton, donc sur les lisses, voilà. Donc c'est ça que l'on veut faire, c'est ça le programme, et on va donner une désingularisation due à Springer. Alors entre parenthèses, Springer, on a tiré le meilleur, c'est-à-dire des représentations obtenues de façon géométrique, hein, des groupes réductifs. C'est quand même quelque chose de très très fort qu'il a fait, c'était Springer, c'était les œuvres de Springer, et un peu plus tard, fin des années 80, début 90, Georges Loustic, qui est le pape de la théorie des représentations, en a tiré une théorie des groupes quantiques. Bien, alors on va revenir sur n, général, hein, et on va regarder quels sont les points lisses de n. En tout cas, on va voir des points lisses assez généraux, on va avoir un ouvert-dense de points lisses. On regarde R, l'ensemble des matrices nilpotentes, telles que n, n-1 est différent de 0. Eh bien, ces matrices-là, bah, ça forme un ouvert, puisque c'est différent de 0 ici. Un ouvert ni vide ni plein. Hein. Et donc, en géométrie algébrique, comme ce sont des variétés algébriques, tout ça, eh bien, c'est un ouvert dense. Donc, c'est un ouvert dense. Et ce qui est important pour parler de la licité, c'est que les matrices, d'après le théorème de Jordan, toute matrice nilpotente va être décomposable en blocs de Jordan, et puisque n puissance n-1 est différent de 0, c'est facile de voir qu'il n'y a qu'un seul bloc, c'est le bloc indécomposable. Ce qui veut dire que n, à partir du moment où elle est dans R, eh bien elle va être semblable à la matrice Jn. Ce qui veut dire que R, c'est l'orbite de Jn pour l'action par conjugaison du groupe GLN, voilà, hein, de C sur les matrices là nilpotentes. GLN.jn, donc l'orbite, bah, c'est un espace homogène, c'est-à-dire c'est le quotient de GLN par le stabilisateur, et le stabilisateur de Jn pour l'action de conjugaison, c'est tout simplement le commutant de Jn. Inter GLN évidemment. Le commutant de Jn, qui est-ce? Eh bien, c'est, étant donné que Jn, c'est bien connu, c'est une matrice cyclique, eh bien, son commutant, ça va être les polynômes en Jn. Donc, ça va être isomorphe, comme espace vectoriel, à C de x, quotienté par le polynôme minimal de Jn, c'est-à-dire x puissance n. Et donc, on voit que donc sur un ouvert dense, la dimension de ceci, donc on peut voir la dimension de n juste sur un ouvert dense, hein, et ici, bah, qu'est-ce qu'on a? On a une dimension, ça c'est de dimension n2, ça va être de dimension n, d'accord? Eh bien, la dimension, alors je parle de dimension de variété algébrique, ça va être n2 moins n.
Donc maintenant, on attaque la désingularisation. Pour ça, il nous faut la variété de drapeau, F, flag variety, et on va avoir, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des n plus 1 uplé de sous-espaces vectoriels emboîtés, comme ceci, de Cn, avec dim de Fi égale I, d'accord? G, bon, ce sera GLN, il agit sur F, bon, l'action directe, hein, donc G sur le n plus 1 uplé, ici, c'est G de F0, G de F1, G de Fn, etc., etc. Vous avez forcément, par le théorème de la base incomplète, c'est facile de voir que on a une action transitive, et donc on a un élément dans l'orbite qui est de forme normale, parce que si on travaille sur Cn, on a une base canonique, EI, et la base canonique, et donc on a un drapeau standard, ce qu'on appelle F standard, où les sous-espaces Fi, c'est juste les sous-espaces engendrés par E1 jusqu'à EI. Donc effectivement, ça grossit comme ça. Et donc ce sera notre drapeau de référence, hein, le F standard. Bien. Le stabilisateur de F standard, c'est facile de voir que si on veut stabiliser tous ces sous-espaces-là, E1 jusqu'à EI, forcément, on est une matrice triangulaire supérieure. Et réciproquement, les matrices triangulaires supérieures vont stabiliser ça. Donc le stabilisateur de F standard, c'est ce qu'on appelle B, le Borel, le sous-groupe des matrices triangulaires supérieures de G. Ce qui fait que F est en bijection avec G sur B. En fait, bon, ça va être mieux qu'une bijection, ça va être un homéomorphisme, et mieux qu'un homéomorphisme, ça va avoir une structure de variété algébrique. Ce qui va être important ici, c'est que F est compact. En fait, pourquoi F est compact? C'est pas évident comme ça, mais c'est parce que il y a un théorème de la base orthonormée incomplète, en faisant agir le groupe unitaire au lieu du groupe G, en faisant agir transitivement le groupe unitaire, et on a la même chose, mais pour le groupe, on a l'équivalent pour le groupe unitaire, et comme le groupe unitaire est compact, on voit que F est l'image d'un compact par une application continue, donc va être un compact. Donc ça va être important pour la compacité qui est demandée ici. Alors regardez ce que ça va être la désingularisation de Springer. On y arrive assez rapidement finalement. C'est l'ensemble des couples N, F, où N est nilpotent, F c'est un drapeau complet, tel que N respecte F, dans le sens que N de Fi est inclus dans Fi, quel que soit I, et l'application ici, c'est juste la première projection, c'est-à-dire qu'il y a N, F donne N. Voilà. Bon, donc ça va bien dans N. Donc, regardons les premières propriétés qu'on peut regarder. Pi moins 1 de 0. Alors, pourquoi c'est important de regarder pi moins 1 de 0? Je vous ai dit, on a un cône. Ce cône, c'est important que ce soit un cône, parce que dans un cône, quand il y a un problème quelque part, d'accord, dans le cône, eh bien, ce problème, vous pouvez le ramener en multipliant par lambda assez petit, à 0. D'accord? Parce qu'il est stable par multiplication par lambda. D'accord? En fait, le point 0, il va récupérer tous les problèmes du monde, quoi. Tous les problèmes du cône. D'accord? En gros, un cône, quand ça déconne, eh ben, ça arrive au sommet du cône. Voilà. Eh ben, on arrive ici à regarder 0. 0, c'est le pire, c'est la pire des singularités dans le cône, parce que c'est justement un cône. C'est le sommet du cône. Donc il faut regarder pi moins 1 de 0. Et effectivement, pi moins 1 de 0, c'est l'ensemble des drapeaux. Finalement, vous aurez 0 là. Quand vous regardez la fibre, vous savez que ici, la fibre de n, vous allez toujours avoir n. Donc vous vous occupez que des drapeaux que n stabilise. Mais quels sont les drapeaux que 0 stabilise? Tous. Donc c'est toute la variété de drapeaux ici. On va avoir toute la variété de drapeaux. C'est le maximum. Ce qui correspond vraiment, d'accord, quand c'est lisse, quand c'est
le plus lisse possible, bah, c'est le minimum ici, pour la fibre, et quand c'est le moins lisse possible, le plus pointu, et ben là, c'est le plus froissé, hein, le plus chiffon, et ben là, ça va être le plus gros possible. C'est ça ce qui se passe quand on a soufflé dans un ballon. D'accord ? Bon, alors maintenant, je vais prendre un N, quelconque. Je vais vérifier cette compacité. D'accord ? Je vais prendre un N quelconque, et je vais regarder pi-1 de N, et je vais vous montrer que c'est compact. Enfin, je ne vais pas m'occuper de N c'est bon, d'accord? Donc la fibre, ça veut dire que vous avez N, donc je vais regarder juste les objets qui sont là. Je vais les regarder de la forme G.F standard, puisque on a une action transitive. Et donc c'est l'ensemble des G tels que N, F, I standard est inclus dans G, F, I standard. C'est-à-dire G-1, N, G stabilise le drapeau standard, donc appartient à B. Voilà. Mais oui, mais s'il appartient à B, ça, c'est une condition fermée. Parce que dire que ça appartient à B, ça veut dire que c'est dire que c'est triangulaire supérieur, donc c'est les zéros d'un certain nombre de polynômes qu'on va obtenir ici. Voilà. Donc ça va être des zéros, ça va être une condition donc fermée. Fermée dans F. Alors, je suis en train de regarder, je suis dans F, je suis en train de regarder les G B bar. Cette condition est fermée sur G, mais l'application qui de G va vers G sur B, c'est une application ouverte, puisque c'est juste un quotient. Eh bien, ça veut dire que c'est l'image d'un fermé, mais dans un compact maintenant. Et l'image d'un fermé dans un compact, c'est un fermé dans un compact, et donc c'est compact. Donc ça va être compact, et voilà. Alors maintenant, on peut se poser la question, si on a un point lisse de n, est-ce que phi-1 de n est singleton? Ben oui, pareil, parce qu'il suffit de le regarder pour Jn, par translation, et là maintenant, on va avoir Jn, on va avoir Jn, et ça, c'est facile de voir que ça revient à dire que G est dans B, parce que ici, c'est la matrice Jn. Donc, ça veut dire que GB bar, ici, quand on regarde dans ce quotient, c'est-à-dire dans la variété de drapeau, eh bien, c'est juste un singleton. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à voir, on va regarder l'exemple courant pour n égale 2. Qu'est-ce que ça donne, ce truc-là, pour n égale 2? Et ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi cette variété-là est lisse. Voilà. Et ça va nous amener à la notion de fibré vectoriel. Alors, on va regarder ce que donne la désingularisations de Springer dans le cas n égale 2, bon, et puis même dans le cas réel n égale 2, parce que pour qu'on puisse le voir avec nos yeux. Alors, ça devient quoi? Donc, on a des matrices nilpotentes, des couples, hein, avec en premier lieu une matrice nilpotente de taille 2, bon, on va prendre réel, on va être sur R, et un drapeau hein, en dimension 2. Mais un drapeau, vous avez un espace de dimension 0, bon, c'est 0, un espace de dimension 2, bon, c'est 2, bon, R2, là, ici, parce qu'on a décidé de travailler sur R. Donc, finalement, la seule vraie variable, c'est F1, c'est-à-dire c'est une droite. Donc ici, on va avoir une matrice nilpotente de taille 2 et une droite, et il faut que la matrice nilpotente laisse stable la droite. Voilà. Donc laisse stable la droite, ça veut dire quoi? Puis on regarde l'induit du coup de n sur cette droite, comme c'est non injectif, forcément ce sera envoyé vers 0. Ce qui veut dire que c'est l'ensemble des couples n F1 avec n nilpotents, et F1 est inclus dans le noyau de n, parce que n de F1, ce sera forcément 0. Ok, alors, qu'est-ce que ça peut être qu'R de n? Ça peut être soit F1, soit alors c'est de dimension 2. Dans ce cas-là, c'est R2, et dans ce cas-là, ça veut dire que n égale 0. Donc si je prends n différent de 0, ça veut dire que F1 est égal à ker n. Donc là maintenant, regardez, quand vous allez écrire que ker n
est égal à F1, vous allez prendre F1, donc c'est la droite engendrée par un certain XY, N, vous allez le chercher de cette manière-là. Bon, ici, vous savez que vous avez moins A, bon, voilà, et que vous avez le déterminant qui est nul. Eh bien, ça va vous donner une équation, ça va vous dire que il va y avoir une droite de N qui va être engendrée comme ceci. Et, bon, bah, si vous prenez les éléments qui ont pour base ici bah, la droite de pente nulle, bah, vous allez avoir toute une droite. La droite de pente 1, vous allez avoir une autre droite. La droite de pente infinie, vous allez avoir une autre droite. Mais c'est pas la même droite. Et la droite se modifie en fonction de la droite de base. Donc la droite des n se modifie en fonction de la droite de base qui a été, elle, symbolisée par un point. Voilà. Alors, là, regardez, ça fait une droite comme ceci, ensuite une droite qui va partir comme ça, ensuite une droite comme ça, ensuite une droite qui va descendre, et ensuite une droite qui se retourne comme ceci. C'est plus du tout l'idée qu'on s'était faite au départ de la désingularisation, c'est-à-dire que tout à l'heure, quand on avait notre cône, comme ceci, on avait imaginé un espèce de cylindre, bon, un peu échancré comme ça, et en fait, ce cylindre, c'est ce qu'on appelle un fibré trivial. C'est-à-dire qu'on a l'ensemble des droites, donc on a dit c'est G sur B, puisque ça c'est assimilable au drapeau, croix R, c'est-à-dire votre droite, ici. Donc là, vous n'avez rien du tout de très intéressant, c'est juste un cylindre, hein, donc il n'y a rien de nouveau à partir de G sur B, voilà, c'est le cylindre. Mais ici, c'est plus intéressant, c'est-à-dire que vous avez G sur B, mais votre droite ici va bouger, mais là ici, ça va devenir plus intéressant, c'est-à-dire que vous avez aussi un fibré, mais celui-ci n'est pas trivial, dans le sens que la droite, elle va évoluer, la droite qui est basée sur le point de G sur B, va évoluer en fonction du point de G sur B, jusqu'à se retourner complètement au bout d'un tour. Ce qui va faire que ce sera jamais un fibré trivial comme ça. Ça, ce sera jamais ça. Alors ici, on va l'écrire G, croix, R, mais avec un sur B ici. Alors on va expliquer ce qu'on a fait. Ici, c'est un fibré trivial. Ici, c'est un fibré non trivial, mais c'est un fibré vectoriel quand même. Alors on va expliquer un petit peu ce que c'est. Voici un théorème. Un théorème qui explique bien ce qu'on est en train de faire en ce moment. Vous prenez G, un groupe algébrique, et H, un sous-groupe fermé de G. Là, ici, G, ça va être GL, N, et bon, ici, GL2, et H, ça va être B, le sous-groupe de matrice triangulaire. Bon, V, un espace vectoriel de dimension K, sur lequel H agit linéairement. Bon, là, ça veut dire que B agit linéairement, sur quoi? On le verra tout à l'heure, on a le temps. Alors, maintenant, on en déduit une action de H, une action du groupe H, sur G croix V, par... Alors, regardez, l'action, elle est à droite. Hein. L'action est à droite. H agit sur G croix V par GH et H-1 point V. Oui, H-1 point V est bien défini parce qu'on a dit que H agissait sur V, linéairement. Alors, on va définir G croix V avec le H en indice comme étant l'ensemble des orbites G croix V, le tout sur H. Et il se trouve que cet ensemble va être ce qu'on appelle un fibré vectoriel de base G sur H et de rang K. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va avoir une projection, d'accord, de notre ensemble ici sur G sur H. La projection, elle est toute simple. À G, V, on associe la classe de G modulo H. D'accord? Donc GH. J'écris G bar. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Fibré vectoriel. Ça veut dire que quand je prends un G bar ici, un élément ici, et je regarde sa fibre, c'est-à-dire l'antécédent, cet élément, eh bien, ça va être homéomorphe à V. Voilà. Ça va être homéomorphe à un espace.
Alors, un petit peu comme ici, d'accord, où on regarde ici un point, d'accord, et quels sont, alors on a cette projection ici, et maintenant quels sont les points qui se projettent là, ça va être homéomorphe à une droite, ici, voilà. Maintenant, le fibré, il se doit d'être localement trivial, c'est-à-dire que on a dit que ça, c'était pas égal à ça, mais localement, oui. C'est-à-dire que si on prend U, un ouvert de G sur H, alors quand on sait mettre une topologie sur G, on sait mettre une topologie sur G sur H, et quand on va prendre un ouvert ici de G sur H, alors on va avoir ici un homéomorphisme entre la fibre P-1 de U c'est l'ouvert, et U croix V. Voilà. Ce qu'on n'a pas globalement. On l'a localement. Bien. Et on va avoir cet objet est un objet lisse. C'est ça qu'on voulait aussi, c'est qu'il soit lisse, parce que en fait, l'espace tangent en un point de G croix V sur H ici, c'est l'espace tangent ici à G sur H croix V. Alors V c'est un espace vectoriel, c'est lisse, et ça, ça va toujours avoir la même dimension. Hein. La dimension va rester la même, parce qu'il y a un groupe G qui agit dessus. Et donc ça, c'est un espace vectoriel isomorphe à un espace vectoriel fixé. Voilà, donc on a une stabilité, en gros, de l'espace tangent, de la dimension de l'espace tangent. Donc c'est ça qui nous suffit pour nous convaincre que c'est lisse. Alors ce que j'affirme, c'est que cette désingularisation, hein, on avait vu qu'on avait une application qui allait de S vers N. D'accord ? Maintenant, on va avoir une application qui va aller de S vers G sur B. C'est ça qu'on avait vu au départ. C'était ça l'intuition de départ. C'est pour ça qu'on prend à la fois N et G sur B. C'est ça aussi l'intention. Mais l'idée, c'est que ce n'était pas G sur B croix les matrices triangulaires supérieures. C'est quelque chose de plus fin que ça. C'est un fibré non trivial. Regardez. On va prendre T, les matrices triangulaires supérieures. On a B, donc le groupe le sous-groupe de G des matrices triangulaires qui agit sur T par conjugaison, évidemment. Donc on est dans cette situation où on va pouvoir construire G croix, donc ça c'est un espace vectoriel, hein, G croix T sur B. Et je dis que on a un homéomorphisme, et même plus que ça, hein, c'est un morphisme de variété, entre cet objet et cet objet. Pourquoi ? Parce que on va regarder, on remonte à G croix T tout court, hein, donc à GT, on va lui associer GT G-1 et G qui agit, comme on l'a vu tout à l'heure, sur le drapeau standard. Bien. Et on passe au quotient, parce que ici, on est en train de regarder des orbites. Donc il faut montrer que c'est constant sur les orbites. Ben oui, c'est constant sur les orbites, parce que je vais prendre GB, et ici je vais prendre B-1 TB, comme c'est exprimé là, et là. Donc ici, ça va avoir exactement la même image, parce qu'il va y avoir B et B-1 qui vont se simplifier, etc., etc. Donc ici, on va avoir exactement la même image. Donc on peut passer au quotient. Maintenant, pourquoi c'est bijectif ? Il suffit de montrer que quand on part d'un élément ici, et qu'on regarde sa fibre, mais dans G croix T, eh bien c'est une seule B orbite. Voilà. Alors pourquoi c'est une seule B orbite ? L'idée est de se ramener à un cas de forme normale, et ce cas de forme normale, c'est quand le drapeau est standard. Comment je me ramène au cas où le drapeau est standard ? C'est en remarquant que là, ici, j'ai une action du groupe G à gauche, je n'agis que sur G et à gauche. Donc, il ne va pas y avoir de clash avec le B qui agit à droite ici, et G agit aussi sur S. Donc G agit sur N comme ça par conjugaison, et sur F point par translation. Et c'est facile de voir que cette application que j'ai construite, elle commute avec l'action de G, donc je peux me ramener, grâce à l'action de G,
à un cadre plus simple, et je vais me ramener au cadre où F point, c'est le drapeau standard. Pourquoi? Parce que j'ai agi transitivement sur la variété de drapeaux, et donc je peux prendre le drapeau que je veux, et je vais prendre le drapeau standard. Donc je vais prendre N et le drapeau standard, et il faut que je montre dans cette situation-là que la fibre, ici, c'est une seule B-orbite. Bah oui, ce qu'on veut, c'est regarder la fibre dans G croix T, hein, comme ceci, c'est l'ensemble des GT, okay, tels que GT, G-1 égale N, forcément, et G.F standard, parce que l'application c'est G.F standard, doit être égal à F.standard. Bon. Ici, puisqu'on a ça doit être égal à ça. Donc, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que G est dans le stabilisateur du drapeau standard, mais ça, on a vu que c'était B. Voilà. Donc, G, c'est un élément qu'on peut appeler petit b, dans grand B. Et B, T, B-1 égale N, ce qui fait que T égale B-1 NB. Donc, c'est exactement l'orbite de identité et N. Hein, puisque c'est de la forme B, ça c'est G, et B-1 N, B. Voilà. Alors après, c'est continu. Voilà, c'est un homéo. On se sert du fait que G sur B est compact pour montrer que c'est un homéo. Voilà. C'était la désingularisation de Springer. Qui a eu des jours magnifiques au XXe siècle et encore maintenant, évidemment, et que vous pouvez retrouver dans l'histoire de Nice de groupe et géométrie, chapitre 2, celui de 2015. Voilà, comme dit mon dentiste, j'ai arrêté de vous faire des misères.